Bienvenue messieurs. Merci d'avoir accepté de venir nous parler en ce vendredi matin. Vous n'étiez pas, vous, au karaoké hier soir sous les nefs. C'est un peu dur pour moi ce matin, je ne vais pas vous mentir. Je le disais, tout ce qui tourne autour des données personnelles, du respect de la vie privée sur Internet, c'est un sujet dont on parle énormément. Avant de rentrer dans cette thématique, est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement et présenter vos activités, vos entreprises, qu'est-ce que vous faites concrètement? Donc moi je m'appelle Rand. À la base, j'ai fait de la recherche en intelligence artificielle et je suis entrepreneur. J'ai une société qui s'appelle Snips. On propose une plateforme vocale pour objets connectés. Donc n'importe qui veut mettre de la voix dans un objet, une voiture, une télé, qu'importe, peut utiliser notre technologie pour faire ça. On a une particularité, c'est que toute notre plateforme tourne en embarqué et donc il n'y a aucune donnée qui est envoyée dans le cloud. Très bien. Eric? Eric, moi j'ai un moteur de recherche qui s'appelle Quant, qui respecte votre vie privée et qui est neutre, et donc on essaie de le faire grandir avec pas mal de nouveautés. Voilà, et donc il a deux particularités, il est européen, puis il vous respecte. Bon. Du coup, le respect de la vie privée des données de vos utilisateurs, c'est au cœur des services que vous construisez, c'est au cœur de vos offres. Pourquoi est-ce que la vie privée, c'est un sujet important aujourd'hui? Pourquoi est-ce que vous travaillez autant sur ces sujets? Eric. Pourquoi est-ce qu'on travaille autant sur ces sujets? Nous, de toute façon, c'est le cœur du moteur. Donc, depuis 2011, on joue à ça. Donc, que ce soit les obligations de la nouvelle GDPR, la Commission européenne, la Privacy by Design, ce genre de trucs. On l'a fait en 2010-2011. On l'a mis déjà depuis le début au centre. Pour une seule raison, en réalité. Allez, si on remonte un peu loin, 1948, je crois que c'est les droits de l'homme. Et dans les droits de l'homme, l'article 12, c'est sur la vie privée. Et dans l'article 12, il y a marqué qu'on n'a pas le droit de lire votre correspondance, on n'a pas le droit de s'immiscer dans vos vies, on n'a pas le droit de savoir ce que vous faites de votre famille et de vos histoires. Et moi, je trouve que c'est sympa de l'avoir aussi sur Internet. En plus, c'est génial parce que depuis 2013, c'est sur Internet et depuis 2011, c'est obligatoire pour les sociétés. Donc en fait, la vie privée, c'est pas juste un truc de hacker, pas juste un truc de gens qui ont l'air de croire que c'est juste sympa. C'est fondamental pour nos libertés. Et pourquoi, moi en tant qu'internaute, pourquoi est-ce que je dois faire attention à ça? Pourquoi est-ce que c'est important pour moi? En fait, il y a une raison pour laquelle en Europe, on est quand même assez à cheval sur ça. Faut remonter juste un peu avant 1948. Mais pendant la Deuxième Guerre mondiale, ce qui s'est passé pendant que les nazis occupaient la France, en fait, il y avait un préfet de police qui s'appelait André Tullard, qui avait été mandaté pour créer ce qui s'appelait le fichier juif, qui en gros recensait tous les juifs de France et qui du coup a été utilisé par le régime nazi pour aider à la déportation et ainsi de suite. Et c'est en fait à l'issue de ça que dans les droits de l'homme, ils ont inclus donc effectivement une clause pour le privacy, parce qu'ils se sont dit c'est quand même pas normal que on ait, enfin c'est trop dangereux en fait de laisser les gens collecter des données comme ça un petit peu n'importe comment. Ça a donné ensuite lieu à la loi sur le secret statistique en 1951. Puis à la loi informatique et liberté en 1978 et maintenant au GDPR. Aux États-Unis, ils n'ont jamais eu en fait un problème comme ça. C'est pour ça qu'ils n'ont pas nécessairement la même vision de la privacy. Mais ça, c'est en train de changer très fortement maintenant qu'il y a Trump au pouvoir, parce que globalement, c'est devenu un peu n'importe quoi. Et alors malgré tout, ok, c'est peut-être ancré dans notre histoire. J'ai pas l'impression que le très grand public soit fondamentalement concerné par ces sujets. Et il ne devrait pas. Est-ce que tu es concerné par le fait que tu as le droit de parler? Non. En fait, c'est tout le principe d'un droit fondamental, c'est que tu n'es pas censé te poser la question. C'est-à-dire que c'est censé être garanti par défaut. C'est ça le problème, en fait. Mais c'est un peu mis à mal aujourd'hui. Ouais, c'est aussi pour ça que vous travaillez particulièrement sur ces sujets. Et il n'y a pas de réaction massive de gens qui se disent « Ah bah non, ça ne me va pas, il faut qu'on fasse quelque chose contre ça. » Je peux poser une question super simple. C'est le grand public, en fait, comment est-ce qu'on lui parle? C'est les médias, c'est les gens, c'est les activités des entreprises, c'est les sociétés, c'est toute la façon dont on a envie de vous parler pour vous vendre quelque chose. C'est souvent comme ça que ça se passe. Moi, j'ai une question pour toi. Quand une boîte valait 250 milliards avant de traquer les gens et d'avoir la donnée, et maintenant 600 milliards, est-ce qu'elle revient à l'ancien business model, celui qui, lui, faisait à peu près 3 fois moins de valeur? Donc la question, c'est combien de temps tu passes à expliquer qu'en fin de compte, c'est pas grave la vie privée. Ça n'a pas de sens, ça n'est pas un sujet, ça n'a pas de logique. Et donc, si on te dit que tout va bien, je vais bien, tout va bien, je peux t'assurer que tu as l'impression que tout va bien. Ça commence à être un peu différent quand même. C'est 2010, tu sais, 2011, personne n'en parlait.
Aujourd'hui, c'est marrant, ça commence à en parler énormément. Alors après, on est toujours entre les deux. Est-ce qu'on veut un bon service ou un service qui garantit la vie privée? Tu vois, bon, à la fin de la journée, est-ce qu'on peut maintenant faire des bons services qui garantissent la vie privée? Alors là, ensuite, il faudra faire la décision entre un bon service qui garantit ta vie privée et un service qui ne garantit pas ta vie privée, mais qui est bon aussi, tu sais, parce que sinon, jusqu'à présent, on avait plutôt le choix entre un service complexe qui garantit ta vie privée et un service tranquille, et après tout, tu n'as pas grand-chose à cacher. Ou tu n'as rien, hein. Il y en a, ils n'ont rien. Moi, j'ai ma vie perso déjà. Mais la question, j'ai l'impression qu'elle se pose de façon un peu plus large que simplement sur Internet, pour le manque de réaction un peu vis-à-vis des atteintes à la vie privée. Un truc qui, à titre personnel, m'inquiète régulièrement, c'est l'installation de caméras de surveillance dans les villes, par exemple. Alors on parle de vidéoprotection, mais une caméra en tant que telle, elle ne nous protège pas. On peut revoir après coup ce qui s'est passé. Et donc on est un peu filmé tout le temps. Ça pose de problèmes à très peu de gens finalement. C'est lié ça. Qu'est-ce qui fait que pour vous, aujourd'hui, on est un peu passif sur Internet, sur les services qui nous traquent beaucoup, mais aussi globalement, il y a beaucoup de lois sécuritaires, il y a de l'installation de vidéosurveillance un peu partout, et puis on s'y adapte, on s'y fait. C'est quoi votre vision là-dessus? C'est terrible, mais c'est un de ces gros problèmes, un peu comme le climat, où tout le monde sait qu'il faut faire quelque chose, où tout le monde sait que c'est pas bien, mais c'est vraiment pas facile de voir l'impact que chacun peut avoir. Et donc du coup, c'est un petit peu démotivant en termes de, juste psychologiquement, de se dire, je ne sais pas si ce que je suis en train de faire sert à quelque chose. Et effectivement, comme ce que tu disais, c'est vrai. Pendant très longtemps, on nous a expliqué qu'il fallait faire un choix entre vie privée et simplicité de service. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, on arrive à allier un petit peu les deux, justement. C'est le cas de Quant, c'est le cas de nous, ce qu'on fait en IA chez Snips. Donc ça va changer. Ça va changer. Ça ne veut pas dire que les gens vont devoir, en fait, d'un coup, décider que c'est important pour eux, mais c'est juste que la lame de fond s'est amorcée. Un exemple tout simple, c'est les apps de messagerie. Personne s'était posé la question du chiffrement dans les apps de messagerie, sauf quelques geeks comme moi, quoi. Les SMS, ça existe depuis toujours, c'est pas chiffré du tout, hein, c'est le pire des canaux de transmission. Mais le jour où Telegram est sorti, c'est-à-dire qu'ils ont créé un clone de WhatsApp, donc ils avaient exactement mais le même design, c'est-à-dire que c'est les mêmes graphiques que WhatsApp, en bleu sauf que c'était en vert. Et une fois qu'ils ont sorti Telegram avec du chiffrement, tout le monde s'est dit « Ah, c'est génial, je peux avoir un WhatsApp, mais qui protège ma vie privée ». Il y a eu 100 millions de personnes qui l'ont téléchargé. WhatsApp s'est dit « Oula, ça c'est un truc, il se passe un truc ». Ils ont mis du chiffrement par défaut dans WhatsApp. WhatsApp est le seul exemple d'une entreprise qui est devenue private by design, quoi. Enfin, c'est quand même assez hallucinant de mettre ça sur 1 milliard de personnes. Et aujourd'hui, c'est devenu impensable de développer une application de messagerie qui ne soit pas chiffrée. Si demain, tu viens me voir avec un pitch pour que j'investisse chez toi pour une app de messagerie qui n'est pas chiffrée, je ne te regarde même pas sérieusement. Donc la perception des consommateurs de l'importance du privacy dans les messages, en l'espace de 6 mois, a complètement changé parce qu'un acteur a démontré que c'était possible d'avoir de la simplicité d'usage et du privacy. D'ailleurs, si tu continues dans la même idée, hein, si tu veux parler d'un autre acteur, il y a un machin qui s'appelle Snapchat qui arrive même à faire aussi changer Facebook. Tu vois, donc à la fin de la journée, j'entends plein de choses, mais Snapchat, il a réussi à valoir 4 milliards sur une idée qui, à la base, en fin de compte, est pas très... Hein 20 milliards. Oui, après, mais 4 milliards au départ. Donc après, tu sais, ça monte. Après, bon, maintenant, Facebook réagit. Et faire réagir des géants qui t'ont expliqué jusqu'à présent que ça ne servait à rien, c'est assez intéressant. D'ailleurs, le truc qui le prouve, je crois que c'est MyData l'année dernière. Je ne sais pas si vous connaissez MyData. MyData, c'est une espèce de conf dans les pays nordiques où les gens qui pensent que respecter la donnée personnelle, respecter la privacy, respecter toutes ces choses-là, c'est important. Et donc, normalement, tous les ans, on va se retrouver là-bas pour parler un peu de comment gérer les données personnelles, comment créer des clouds perso, type Cozy, comment travailler sur des choses comme ça. Et jusqu'à présent, c'était un peu les gens, tu vois, qui étaient surtout là pour faire avancer ce genre de cause. Bon, cette année, je crois que c'était Facebook et puis un autre grand acteur américain, mais qui était un peu moins visible, qui est venu pour expliquer tranquillement que pour eux, les clouds perso, c'était leurs amis et qu'il fallait qu'on fasse des choses ensemble. Donc, à un endroit où on parle de MyData, à un endroit où on parle de la privacy, il y a aussi Facebook. Donc, résultat, les choses changent, elles changent vraiment. Il ne faut pas croire que ce qu'on nous raconte sur le fait qu'en Europe, la privacy by design pose des tas de problèmes. Il faut se dire que ça peut être une très grande force. Et si on voit arriver des gens qui, jusqu'à présent, ne s'en occupaient pas du tout, c'est pour une simple et bonne raison, c'est qu'ils ont besoin que leur business continue à marcher. Donc, ils ont besoin des deux. Sinon, ils se font grignoter des parts de marché entières.
et grignoter des parts de marché, je peux te dire que ça les touche. Ça touche de suite. Dès que vous switchez et dès que ça fait perdre de l'argent à des grandes boîtes, je peux te dire qu'ils réfléchissent et qu'ils commencent à se dire que vous respectez, ça peut être sympa. C'est pour ça que vous avez décidé de mettre la vie privée au cœur de vos services? C'est parce que c'est d'abord une opportunité business? Ou est-ce que vous êtes à la base dans une démarche plutôt citoyenne? Moi, je serais resté dans mon ancien business si c'était une opportunité business, je peux te le dire. D'accord. C'est de la sécu, ça tombe bien aujourd'hui. Ouais, donc clairement, si c'est d'un point de vue d'opportunité business, nous on a monté la boîte en 2013. Je me souviens, on avait écrit sur un tableau blanc quelles étaient un petit peu les valeurs fondamentales qu'on voulait promouvoir. Et une des 3 valeurs fondamentales était le privacy. Donc, parce que, en fait, si tu es un minimum intelligent quand tu fais de l'IA et que tu pousses un petit peu le truc un peu plus loin, tu t'aperçois que le volume de données que tu as besoin et le degré d'intégration dans la vie des gens est tellement énorme que les questions de privacy sont absolument essentielles. Il y en a après qui vont essayer de t'expliquer qu'il faut faire un choix entre les deux, c'est n'importe quoi. Tu peux véritablement avoir les deux. Donc, d'une certaine façon, j'ai envie de te dire, je pense que j'ai eu de la chance que l'Europe a décidé de mettre en avant une réglementation aussi bien que le GDPR. Ça va servir mon business. Mais à la base, pendant des années, j'étais en train d'essayer de me battre en expliquant pourquoi le privacy c'était important. Mes investisseurs, sur le premier tour de table en 2015, ça leur expliquer pourquoi le privacy c'était important. On s'en fout du privacy, tout le monde s'en fout du privacy. Bon, honnêtement, je pense qu'à partir de maintenant, à partir de 2018, ça va complètement transformer la manière dont les gens font du business avec nos données. Et nous, dans la foulée, nos investisseurs nous ont garanti, dans les contrats qu'on a signés avec eux et les pactes qu'on a signés avec eux, le fait que si on ne respectait plus la privacy, ils s'en allaient, et ça nous va super bien. Parce qu'en même temps, ça les garantit de continuer à nous suivre sur une base qui est complètement ferme depuis le début. Le premier Facebook qu'on avait fait, nous, c'était Quant, tu sais, We Are Quant. Tu vois, on avait joué avec un petit truc machin, parce que c'était Search Different, Search Private, et respecter, évidemment. Vous respectez, c'était un petit cul avec deux petits os. Ça ressemblait, c'était noir et c'était blanc. C'était rigolo, ça ressemblait plutôt à un drapeau pirate. Voilà. Donc, résultat de l'histoire, le principe même de la vie privée, le principe même de la privacy, pour nous, c'est non seulement dans les gènes, mais c'est une obligation. C'est une obligation, que ce soit pour de l'IA, et là, tu as entièrement raison, que ce soit aussi pour de l'index, que ce soit dans vos vies, que ce soit pour vos résultats. Vous avez droit, tranquillement, d'être pas le sujet de la recherche, de ne pas être le sujet de ce que vous êtes en train de faire, mais juste d'aller chercher vos informations sur Internet, de chercher, d'avoir le droit d'utiliser votre cerveau et pas d'être utilisé dans l'autre sens, parce qu'à la fin, on va vers ça. Donc, fin de la journée, si tu reprends l'idée globale de la vie privée, si tu la regardes de façon beaucoup plus large, tu t'aperçois qu'en fin de compte, elle sert à plein de choses. Et une de ces choses, c'est avoir le choix. Parce que à la fin de la journée, là où c'est vraiment intéressant aujourd'hui, c'est que plus on va aller chercher d'informations sur vous, plus on va vous contextualiser les choses, c'est génial. Mais si à la fin on sait que c'est vous, on sait aussi vous targeter pour vous vendre quelque chose 2 fois plus cher que vous auriez peut-être acheté beaucoup moins cher, ou vous le vendre à tout prix en fin de mois, ou vous obliger à l'acheter parce qu'on va vous le répéter plusieurs fois. Et donc à la fin de l'histoire, là où la vie privée commence à déraper un tout petit peu, c'est que c'était au début pour vous donner peut-être le meilleur service. C'est en train d'être utilisé pour vous vendre au prix pas forcément le meilleur, une chambre d'hôtel, parce qu'il y a 400 personnes qui sont en train de regarder cette chambre d'hôtel, et 95% des hôtels sont occupés dans l'endroit où tu veux aller. C'est marrant, parce que si tu le fais en mode privé ou en mode non privé, tu n'as pas les mêmes chiffres. Il doit y avoir un bug, une erreur. Et je ne vous parle même pas des billets d'avion qui changent de prix en fonction des clics et des instances et de votre IP. Intéressant. Il y a plein de bugs sur Internet. Du coup, concrètement, ça veut dire quoi pour vous au quotidien dans vos boîtes? Parce que c'est à la fois plus facile, finalement, de ne pas trop s'intéresser à ce sujet. Ça peut parfois être même plus rémunérateur d'utiliser ce genre de données. Enfin, on voit que les très grands succès américains qui gagnent beaucoup d'argent, finalement, exploitent nos données en tant qu'utilisateurs. Vous, au quotidien, pour développer vos services, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, donc, nous, pour être clair, on développe donc une plateforme vocale qui permet de rajouter de la voix dans des produits. Et donc pour ça, tu as 2 parties importantes. La première, c'est la reconnaissance vocale.
c'est être capable de retranscrire la voix en texte. Et la deuxième, c'est d'être capable de comprendre ce que la personne a demandé et de transformer ça dans un format que la machine peut interpréter. On a aujourd'hui, parce qu'on fait du privacy by design, c'est-à-dire qu'on garantit la confidentialité dans la manière dont on fait les choses, on a fait deux choses. La première, c'est qu'on a embarqué toute notre techno directement sur l'objet avec lequel tu veux interagir. Donc tu n'as absolument aucune donnée qui est envoyée dans le cloud. Et ça, c'est important parce que ça veut dire que ta voix, personne ne peut avoir accès à ces données-là, sauf toi. Mais du coup, on nous a souvent dit, mais attends, tu fais de l'intelligence artificielle, comment est-ce que tu fais pour améliorer, entraîner tes modèles? Il faut bien de la donnée, il faut bien récupérer ces data des utilisateurs. Et bien en fait, ça, c'est une connerie. Aujourd'hui, on a été capable de développer notre plateforme dans 5 langues, y compris des langues qu'on ne parle pas en interne, avec absolument aucun utilisateur qui nous a remonté de l'information. Pourquoi? Parce qu'en fait, on s'est dit, plutôt que d'attendre d'avoir des vrais utilisateurs, pourquoi ne pas générer de la donnée synthétique dont on va se servir pour entraîner nos algorithmes qu'on va utiliser sur des vraies personnes après dans les produits directement. Et on a inventé une méthode de génération de données de qualité humaine qui nous permet aujourd'hui globalement, en cliquant sur un bouton, de rajouter un modèle dans une nouvelle langue pour un nouvel assistant. Et non seulement ça permet de garantir qu'on n'a jamais besoin de données, mais surtout ça permet d'aller beaucoup plus vite que si on devait attendre d'avoir de vrais utilisateurs. Donc le fait qu'on se soit imposé des contraintes de privacy nous a donné un avantage compétitif absolument énorme. Et comment vous vérifiez au quotidien chez Snips que vous respectez ces valeurs-là? Est-ce qu'il n'y a pas un moment donné où, je sais pas, il y a un chef de projet qui dit ouais, j'ai une idée, on pourrait améliorer ça. Par contre, là, exceptionnellement, il faudrait peut-être qu'on récupère un peu de données, ça nous permettrait d'être plus pertinent. Enfin, bon, j'imagine que c'est ce genre de discussion qui peut arriver. Non, mais on fait des campagnes de crowdsourcing parfois. Donc on a fait ça, par exemple, à une époque, on avait besoin de textos pour faire de l'analyse sur les textos, parce que les textos, c'est très différent en fait, du langage qu'on utilise ailleurs. Et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une petite app qui va aller récupérer dans ton backup de ton téléphone sur ton ordinateur l'archive de ton WhatsApp, de ton iMessage et tout ça. Et on avait à peu près une dizaine d'étapes d'anonymisation, des trucs vraiment hyper complexes qu'on a fait, pour garantir qu'on n'avait strictement aucun moyen de dire telle personne nous a envoyé tel message. Mais on a vraiment tout enlevé. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvé globalement juste avec des messages complètement isolés. On avait enlevé toutes les informations qui étaient identifiantes. On avait même essayé de faire, je ne sais plus comment on dit en français, mais pour éviter des attaques de stylométrie, pour être capable de retrouver les gens dedans. Donc on a vraiment poussé ça très loin. En l'espace d'une semaine, on a eu 1 million de messages qui nous ont été envoyés. Mais en interne chez vous, c'est quoi? Les valeurs de la boîte sont tellement fortes que quand vous construisez ce produit, instinctivement, les équipes elles vont faire ces 10 étapes de sécurisation ou il y a quelqu'un qui s'occupe de checker que non, là, on aurait pu aller encore plus loin, on peut anonymiser en fait, plus. C'est ça qui est intéressant, c'est que c'est un petit peu l'inverse. C'est-à-dire que par défaut, mes équipes maintenant font vraiment les choses avec limite un peu d'excès de zèle à des moments où finalement, il n'y a pas vraiment besoin d'en faire parce qu'il n'y a aucune donnée privée qu'on est en train de manipuler. C'est bête, hein, mais par exemple, quand tu as un device, de savoir que le device est allumé, sans savoir où il est, sans savoir à qui il est, sans savoir son IP, sans savoir, juste savoir qu'il y a un device quelque part dans le monde qui est allumé avec notre truc dedans, bon, globalement, ce n'est pas vraiment de l'information intéressante. Et c'est pour ça qu'en fait, souvent, c'est moi qui dois intervenir, même si officiellement, je ne suis pas le Chief Privacy Officer, mais bon, un petit peu de facto, pour expliquer où est-ce qu'il faut mettre la ligne. Mais donc, c'est vraiment c'est dans la culture interne que, par défaut, on doit se débrouiller sans data. Et d'ailleurs, en fait, c'est même dans nos contrats de travail, où on a écrit noir sur blanc que si on découvrait que quelqu'un avait accédé à de la donnée d'un utilisateur sans que l'utilisateur ait été d'accord ou sans que moi j'ai dit OK, sur ce cas-là on peut le faire, il est viré. Chez Quant, comment ça se passe? Comme c'est massif et qu'il y a beaucoup de monde, on a embauché beaucoup de monde. Hein. Donc j'ai au début un peu travaillé comme toi à devoir gérer tout ça, mais on a déjà pris un CNIL dès le début. Donc quelqu'un qui s'occupait un SIL dès le début, quelqu'un qui s'occupait de la relation avec la CNIL, donc un correspondant informatique et liberté. C'était le cabinet Eric Caprioli. Après, on a chez nous pas mal de gens dans la sécurité. On a 6 personnes qui ne gèrent que ça, qui vérifient qu'on joue à rien avec rien. Parce qu'on a des pétas de data, et dans les pétas de data, il faut bien le faire. Et puis ensuite... C'est quoi le process pour cette équipe-là?
Il y a des gens... Ça va être tout, ça va être, tu sais, nous on gère toute notre infrastructure, donc on va gérer du firewall à tout. Donc quand tu dois tout gérer, eh ben, il faut que tu t'occupes de toutes les étapes, de tous les étages. Je suis pas dans le cloud d'Amazon, je suis pas dans le cloud de Google, je suis pas dans le cloud des voisins, je suis chez moi. Donc résultat, tout doit être vu depuis le début. Quand ça arrive sur ton IP, arrive sur nos firewalls, on la hache, on la salte et on va travailler avec ça. Quand on fait quoi que ce soit, on va travailler avec des choses qui sont déjà anonymisées, du début à la fin. Pareil à l'intérieur de nos bases, pareil sur nos outils globaux. Et donc, quand tu as tous ces problèmes-là, tu as un petit souci, c'est qu'il faut le vérifier à tous les étages, mais aussi dans tes conditions générales d'utilisation, dans tes obligations d'expliquer ce que tu fais exactement. Donc, il faut le décrire jusqu'au bout, dans ta déclaration CNIL et maintenant GDPR. Donc, derrière, on est allé plus loin. On a aussi embauché Guillaume Champeau, maintenant qui fait directeur de l'éthique, et qui va s'occuper aussi de tout ce qui est DPO, enfin les Personal Data Officers. Donc à la fin de l'histoire, on a un directeur de l'éthique, des gens qui sont plutôt juridiques, des gens qui sont très juridiques et avocats, des gens qui sont très techniques. C'est tout ça mêlé, plus toutes nos équipes qui ont évidemment envie de venir chez nous parce qu'on fait de la privacy by design, parce qu'on travaille pour ça, parce qu'on travaille pour libérer Internet, parce qu'on essaie de travailler pour libérer nos data aussi derrière. Et pour ça, c'est pour ça que, par exemple, on a commencé la nuit du hack en 2013, je crois, 2013, on a fait la première année. On a donné quant.com à se faire hacker, parce que comme on ne pouvait pas le mettre open source, on a dit, bah, allez les gars, faites-vous plaisir, vous trouvez une brèche, vous trouvez des erreurs, vous balancez à tout le monde, il n'y a aucun souci. 2014, on a recommencé, 2015, on a recommencé, 2016, on a recommencé, et maintenant, on a une plateforme où on est partenaire Bounty Factory, avec Corben et mon directeur de la sécurité, qui a 2500 ou 3000 hackers qui essaient de nous hacker tous les jours et qui essaient de vérifier si tout va bien. Donc en gros, l'idée globale chez nous, c'est carrément, on vous le met à disposition, on vous pose la possibilité de le tester vous-même, on vous donne la possibilité de vous amuser avec. Et là, on est même en train de passer open source. Donc on passe de l'open source sur le front, on passe de l'open source sur nos IA. On est en train de demander de l'aide à la communauté open source et ça va s'accélérer pour être sûr que vous voyez tout, vous voyez ce qu'on fait, vous voyez qu'est-ce qu'on va faire et vous avez tous les gens derrière qui nous surveillent. Et je peux vous dire que Guillaume, ça va être le premier à m'allumer si je fais n'importe quoi. En plus de mes actionnaires, en plus des gens qui ont investi chez nous, en plus de mes équipes et en plus des gens qui, à l'intérieur de Quant aujourd'hui, seraient prêts à me dénoncer en 2 minutes. Moi, des lanceurs d'alerte, je crois que j'ai embauché que ça. Donc, Mais du coup, quelqu'un comme Guillaume, dont tu parlais là, qu'on connaît bien ici au Web Today et à Nantes, et qui travaille sur l'éthique et ton équipe sécurité, elles interviennent vraiment au démarrage d'un projet. On a une nouvelle idée, on aimerait lancer un nouveau produit. Tout de suite, c'est des gens qui sont impliqués avec les équipes produits, conception et technique après. Ou est-ce que c'est plus une fois qu'on a commencé à travailler pour venir valider le projet, le corriger? C'est des gens qui sont impliqués dès le départ? C'est obligé, ça ne marche pas sinon. C'est trop compliqué, il y a trop de choses. Et quand tu veux faire plein de trucs, tu sais, là on rajoute de l'IoT, on rajoute de l'intelligence artificielle à tous les étages, on rajoute... à la fin de la journée, tu ne peux pas le faire à la fin. Tu peux pas arriver... Moi, je peux vous dire un truc, toutes les sociétés qui vont essayer de traiter le GDPR sans le réfléchir fortement, comme il l'a fait, sans le réfléchir fortement, comme on l'a fait, c'est-à-dire en repensant la façon dont tu vas devoir travailler parce que c'est différent, et qui arrive à la fin en mode, je vais ajouter un cataplasme sur une jambe de bois, je peux te dire un truc, ça va leur coûter une fortune, et ils vont se dire, mais ce truc-là ne sert à rien. C'est la même chose que l'environnement, où à la fin de la journée, si tu n'as pas réfléchi à ne pas polluer, tu as un petit problème à essayer de dépolluer. Donc, résultat, si tu commences à le penser positif, si tu commences à te dire, tiens, mais si on y allait en mode, attends, on va y aller en mode, on fait attention à l'environnement, on fait attention à la vie privée, on fait attention à nos utilisateurs, c'est notre asset, et on fait même attention à nous. Parce qu'en tant que société qui avons des utilisateurs, qui faisons attention à eux, si on donne tout aux voisins, parce qu'à chaque fois qu'on leak de l'information, on la laisse filer, ben à la fin de ta journée, en fait, tu as donné tes utilisateurs derrière sur les grosses plateformes mondiales qui, demain matin, viennent te faire la concurrence à la maison. Donc, ce n'est pas juste un problème qui consiste à est-ce qu'on se parle, Non, c'est tout, c'est toute la chaîne de valeur, mais aussi toute la chaîne économique. Si on se fait manger tous les jours par les grandes plateformes, c'est simplement qu'on leur donne nos clients au fur et à mesure et qu'ils créent des verticaux qui détruisent tranquillement des pans entiers de notre industrie. Donc, ce n'est pas juste un jeu, c'est global et c'est très important. C'est pour ça qu'on y met tant de moyens. Nous, ça nous fait quoi? 10 personnes qui ne font que ça sur une société de 60 à 80 personnes. On va être 80 là. C'est déjà pas mal. Ça fait vraiment beaucoup de monde. Si tu avais 10% de tes effectifs appliqués à la privacy by design dans les grands groupes américains, je peux te dire qu'on n'aurait pas le même Internet, hein, et il serait libre.
Stallman, comme il le dit génialement, l'Internet, ça commence toujours par essayer de bloquer tout le monde avant que ça redevienne libre. Donc franchement, la bonne idée, c'est commençons par le laisser libre. Ça devrait nous aider à éviter d'essayer de le rendre libre. Alors, tu parlais là de chaînes économiques et d'économie liées à ces sujets-là. C'est vrai qu'aujourd'hui, le modèle un peu classique, notamment chez les grandes plateformes, c'est j'ai beaucoup d'utilisateurs qui génèrent du coup beaucoup de données. Ça me permet de lancer une régie publicitaire plus ou moins ciblée, très ciblée parfois pour des entreprises comme Facebook, un peu Google aussi, puis bon, globalement, c'est un peu moins ciblé que Facebook, c'est ça que je voulais dire. Mais c'est très ciblé. Tu as ouvert YouTube récemment. Voilà. Mais en tout cas, la question que je me pose du coup, c'est comme vous avez une démarche très différente, ça veut dire aussi que vous avez dû réfléchir à des modèles économiques radicalement opposés à ces grandes entreprises-là. Donc forcément, on se demande quel est le modèle chez vous et à quel point est-ce que ça a été compliqué ou pas, du coup, de trouver un modèle économique face à ces modèles très performants aujourd'hui chez vos concurrents. Tu as deux aspects à ça. Tu as d'un côté, tu as comment est-ce que tu génères du revenu, donc ton modèle économique, et tu as un autre côté, c'est comment est-ce que tu génères de la valeur dans ta boîte de manière intrinsèque, ta propriété intellectuelle et ainsi de suite. En IA, beaucoup de gens, enfin d'ailleurs quasiment tout le monde qui faisait des plateformes vocales le proposait en tant que service, c'est-à-dire qu'ils facturaient à la requête. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient des infrastructures à gérer, et donc ils devaient facturer à chaque fois que tu avais tapé dans les infrastructures. Parce que nous, on fait tout en embarqué, globalement, on a 0 infrastructure à gérer, et donc on peut facturer un prix fixe par objet pour un nombre de requêtes illimité que les gens vont faire sur cet objet-là. Donc on a un modèle qui est radicalement différent et qui d'ailleurs est 100% aligné avec les fabricants d'objets qui, eux, vendent leurs produits non pas en tant que service, mais un one-time cost. La deuxième chose d'un point de vue de création de valeur interne, c'est nous souvent, quand on allait rencontrer des investisseurs, ils nous disaient « Ah non, mais l'intelligence artificielle, la valeur, c'est pas dans les algorithmes, c'est dans la data. » C'est vrai. Ça, c'est vrai. Les algorithmes, globalement, aujourd'hui, on s'en fout, quoi, parce que c'est tous les mêmes. Tout le monde sait en faire. Franchement, du deep learning, c'est plus si rare que ça de savoir en faire. Par contre, la donnée qui est nécessaire pour entraîner ces algorithmes d'apprentissage, si tu n'en as pas, bah, tu ne peux pas faire grand-chose. Sauf que jusqu'à maintenant, ce qui est considéré comme étant important, c'était d'avoir des grands volumes de données. Ce que nous, on est en train de prouver là, c'est que d'avoir de la data sur tes utilisateurs, dans notre domaine en tout cas, ne sert strictement à rien. Ça n'a aucune valeur. Et d'ailleurs, ça a plus de valeur de faire ce qu'on fait maintenant, c'est-à-dire de générer, c'est-à-dire de mettre l'effort dans inventer des algorithmes de génération de données, parce que ça nous permet d'aller plus vite, plus loin, dans plus de use cases différents. Et donc, en fait, tu vois comment le privacy nous a emmenés vers une autre piste qui, en fait, s'est avérée être mathématiquement strictement supérieure en termes de valeur à récolter de la vraie data, parce qu'on peut le faire plus vite, à plus grande échelle, sur des choses où on n'aurait jamais d'utilisateur. Sauf si tu veux faire de la pub. Là, tu as besoin de cibler la personne. Donc, tu vois, il parle d'une autre chose. Maintenant, si on revient sur mon business model et mon business model économique, il est vraiment intéressant sur un point très simple. Je suis un moteur de recherche. AdWords, ça ne te traquait pas jusqu'à 2008. Ça ne redonnait pas tes données dans AdSense et ailleurs. Donc, résultat de la petite histoire, il faut juste se rendre compte que le modèle qui consiste à taper iPad, tu en affiches un, tu cliques dessus, l'affiliation à ancienne, c'est 80% du chiffre d'affaires des 80 milliards du numéro 1. Donc, le reste, les avions, les Android, les machins, tout le reste, c'est 20%. Donc en fait, 80%, c'est un truc qui ne te traque pas. Alors après, maintenant, on peut l'améliorer, le rendre plus ceci, cela, pour vous targeter encore plus. Mais la réalité, elle est là. Donc on peut faire des business models qui marchaient très bien. D'ailleurs, avant qu'on se mette à targeter, retargeter, pré-targeter, sur-targeter et compagnie, il y avait qui avait installé un ad blocker? Et d'ailleurs, y avait-il des ad blockers? Non? Bon, donc à la fin de la journée, on est en train de créer des modèles qui, à la fin de l'histoire, bon, à part toi, mais sinon, à la fin de l'histoire, on est en train d'aller vers des modèles qui, aujourd'hui, sont en train de tuer les modèles qui permettaient quand même d'avoir un Internet libre et gratuit. Donc on est en train de switcher nous aussi, on réfléchit à d'autres modèles, on réfléchit à des façons de gagner de l'argent, pas forcément simplement avec du clic, mais celui-là, il marche très bien. Personne n'a jamais crié contre aucune compagnie jusqu'à 2006-2007. Personne. Là, on est juste en train d'aller très loin. Et en plus, on va très, très, très loin. C'est-à-dire qu'en plus, ça complète. C'est-à-dire que, autant je comprends Criteo, c'est simple, c'est clair. Quand ils ont inventé ça, le retargeting, pré-targeting, c'était plutôt clair. On allait sur la Fnac, on aimait bien un truc, on hésitait. Bon, allez, il a dit, tiens, je vais te le remettre ailleurs et ça sera sympa. Ça, c'est un truc. Maintenant, je vous demande,
Est-ce que j'ai besoin de savoir si vous êtes gay, si vous êtes hétéro, où vous habitez, qui vous êtes, avec qui vous vivez, avec qui vous sortez, quelles sont vos opinions politiques, quelles sont vos envies de l'instant tout le temps? Est-ce que je dois garder tout ça? Est-ce que je dois garder le fait de savoir si vous êtes malade ou pas? Et à quoi ça sert tout ça? Est-ce que ça sert à créer ce super ordinateur génial qui va vous aider dans la vie à la place à l'insu de votre plein gré? Ou est-ce qu'au final, c'est fait pour faire plus d'argent, savoir plus de choses, ou pire? Ou pire. Donc, le truc génial, moi, que ce soit quand on collecte de la donnée, parce qu'il en faut quand même des immenses masses, quand on veut faire de l'intelligence artificielle pour essayer de comprendre des liens entre les choses, ou des liens dans le vivant, ou des liens dans le corps. Il en faut. Après, qu'elle soit artificiellement créée, qu'elle soit réelle, ou qu'elle soit les deux, la vraie question finale, c'est est-ce qu'on peut réfléchir le monde en respectant les gens, ou est-ce que c'est l'inverse? Est-ce qu'on va vers Matrix, ou est-ce qu'on préfère Star Trek? Moi, je préférerais être dans le vaisseau de Star Trek et voir le reste de l'univers, plutôt qu'être dans Matrix et le voir une fois plugué à une machine qui m'utilise. Donc, à la fin de la journée, c'est vraiment deux conceptions du monde qu'il va falloir, au final, choisir. Si on ne choisit pas de souci, il y en a qui vont choisir pour nous. Il va falloir qu'on la choisisse vite parce que vous, c'est un sujet sur lequel vous travaillez depuis longtemps, qui est au cœur de vos business, mais on en a un peu parlé et j'aimerais que maintenant on creuse un peu ce sujet. Il y a une nouvelle législation européenne qui va rentrer en vigueur l'année prochaine, qui s'appelle le GDPR. Avant de rentrer un peu plus dans le détail de l'impact que ça va avoir sur les start-upers qui sont peut-être nombreux dans la salle et qui vont devoir s'y intéresser, en deux mots, qu'est-ce que c'est, le GDPR? C'est pas compliqué, ça oblige toutes les entreprises, qu'elles soient américaines, chinoises, européennes ou autres, qui veulent proposer un service ou un produit à un citoyen européen à être globalement en alignement avec les principes du privacy by design. Point. Et la data minimisation et la portabilité des données. Alors, data minimisation, c'est? Tu prends le minimum de data sur ce que tu fais pour exécuter ton service. Tu n'as pas besoin de prendre tout le reste autour. Que celle dont on a besoin pour délivrer le service. Et souvent, tu peux aussi soit les détruire, soit les anonymiser avant de t'en servir pour le faire. Et puis, au-dessus de tout ça, la portabilité des données, ça veut dire aussi que si tu es coincé dans un service là et qu'en fin de compte tu as envie de passer dans un autre, tu n'as plus besoin de passer ta journée, enfin tu n'as théoriquement plus besoin de passer ta journée à prier qu'on te renvoie les données que tu avais mis là et qui étaient coincées depuis des années et tu reprenais ton service parce que tu ne savais pas comment les sortir. Donc tous ces petits points-là, ça a l'air de rien, mais réfléchissez 2 secondes que si vous créez une start-up aujourd'hui, vous allez pouvoir peut-être récupérer tout un tas de données qui viennent d'endroits où les gens ont installé des choses. Et ce que vous allez créer, vous, va peut-être faire la différence. Moi, j'ai vu, hier, j'étais en Espagne, et il y avait une boîte qui s'appelle, alors je ne vais pas leur faire de la pub, mais je vais leur faire quand même, parce qu'il était super sympa, le mec. Ça s'appelait Walladoo. En Espagne, aujourd'hui, ils l'ont installé à 48%. Cherchez 2 secondes. C'est une application de shopping dans laquelle il a mis du chat. Et c'est juste top, parce que 48% des Espagnols ont installé ça sur leur mobile. Ça va, la moitié de l'Espagne a installé cette application sur son mobile. Et cette personne-là, il a juste réinventé la roue avec des données qui viennent des plateformes de shopping et du chat de l'autre côté. Et puis, il a poussé un peu l'histoire. Et aujourd'hui, ils ont un partenariat avec Lingo. Il lance aux US. Ça se passe super bien pour lui. Pourquoi? Parce qu'il pouvait récupérer une partie de ces données-là. Ce qui est génial maintenant, c'est qu'il va pouvoir aussi récupérer tous les gens qui viendraient d'Amazon et d'ailleurs avec déjà leurs petites options. Donc, il peut encore accélérer. Et moi, je trouve ça génial que quelqu'un prenne la moitié de son pays et soit pas une énorme plateforme que tout le monde connaît. Et désolé d'avoir pas retrouvé de nom, mais cherchez 2 secondes, vous allez trouver. Sur Donc, Pointe. ça veut dire que j'ai l'impression, parce que c'est aussi finalement le terme qu'on a beaucoup utilisé depuis le début de cette table ronde, dans ce GDPR, c'est le Privacy by Design qui est peut-être la mesure la plus impactante quand on lance un service. Concrètement, j'ai une idée, je suis un porteur de projet, j'ai envie de lancer une appli, un site web, voilà. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Qu'est-ce que ça va changer que je n'aurais pas forcément dû faire avant ce principe de privacy by design dans le GDPR? Ça va changer. En fait, ça change la façon dont tu réfléchis à créer ton service. C'est-à-dire que le privacy n'est plus quelque chose, n'est plus un truc légal que tu rajoutes dans tes CGU quelque part. C'est véritablement une façon de penser ta technologie, ton business model, ton produit, pour minimiser les risques de privacy. Genre nous, aujourd'hui, chez Snips, on a monté le business de telle sorte que si demain je me fais virer
et qu'ils mettent un connard à ma place, eh ben, il ne pourra quand même rien faire. C'est vrai. Voilà, point. Si quelqu'un nous hack, il n'aura rien à trouver. Un type intelligent aussi. Hein? Non. Mais ça a un impact en termes de gestion des données, c'est-à-dire que ça a un impact purement technique, ou ça a un impact fonctionnel aussi sur les utilisateurs de mon appli. Ils vont plus avoir certaines fonctionnalités que j'aurais pu proposer avant parce que j'ai plus le droit de le faire. Au contraire, en fait, le privacy permet d'aller encore plus loin, déjà pour deux raisons. La première, c'est que tu crées de la confiance avec tes utilisateurs. Donc, ils ont tendance à avoir une vision plus positive de ton business. Donc, tu peux te permettre de faire des erreurs, peut-être que tu aurais fait autrement, qui t'auraient tué. Ça te permet aussi tout simplement de réfléchir à d'autres business models qui n'auraient pas forcément été évidents. T'en parlais tout à l'heure. Tu as le business model classique que tout le monde fait dans ton industrie, mais tu peux réfléchir à quelque chose de nouveau. Nous, dans notre cas, ça nous a donné un avantage qui est absolument énorme. Parce que je peux te le dire clairement, aujourd'hui, en l'état, on est la seule plateforme vocale au monde à être légale en Europe l'année prochaine. Il ne faut pas chercher plus loin. Il n'y a aucune façon de garantir, d'être compliant avec le GDPR quand tu fais du voice, si tu le fais dans le cloud. Pourquoi? Parce que la voix, c'est une donnée biométrique. C'est-à-dire qu'elle est uniquement identifiante et que tu ne peux pas changer ta voix. Donc en gros, tu es foutu, quoi. Et vu qu'on a aujourd'hui des algorithmes qui permettent déjà d'imiter ta voix avec seulement quelques minutes d'enregistrement, tu peux comprendre pourquoi en fait on ne peut pas trop stocker ça dans le cloud. Et donc quand tu regardes ça, tu dis finalement, ce n'est pas une question d'avoir des fonctionnalités supplémentaires, c'est une question tout simplement que les produits qui se serviraient des plateformes qui ne sont pas private by design ne peuvent tout simplement pas exister l'année prochaine. Les Google Home et les Amazon Echo et les Alexa Co sont en l'état interdites en Europe l'année prochaine. Bon, évidemment, ils vont nous sortir tout un tas d'affaires et de juridictions et d'avocats pour essayer de trouver une solution. Mais justement, ça, non, parce que regarde, c'est ça qui est beau, c'est que la seule solution que tu pourras avoir, c'est du consentement explicite. Sauf que par définition, ces objets, ils écoutent 24 heures sur 24. Ah, et tu n'auras jamais le consentement explicite de toutes les personnes dans la pièce. Ah, mais essaye pas de me convaincre, moi ça me va. Je te dis juste ce qui va se passer à Bruxelles. Tu sais, moi, la personne, enfin la société avec laquelle j'essaye de travailler pour vous donner une alternative depuis déjà un petit moment, à Bruxelles, il a quasiment autant de personnes que moi juste pour faire du lobbying. Donc, tu vois, moi, j'ai tous ces gens-là pour développer un moteur, d'autres, c'est que du lobbying. C'est le moment pour nous, en tant qu'entreprise européenne, un petit peu de pousser les choses en avant. Il n'y a jamais eu un meilleur climat politique pour botter le cul aux Américains. Mais c'est vrai, il faut dire la vérité. Tu sais, je suis président de l'Open Internet Project. Ça fait 5 ans qu'on est 6000 à porter plainte devant la Commission européenne. Donc, on a commencé hier. Je t'assure qu'on continue. Et tu vas voir, ça s'accélère. Mais je suis d'accord du début à la fin. Maintenant, j'ai juste un point de détail et un dernier point de détail vraiment important. Ça dépend de vous. Ça dépend de vous. Parce que si vous commencez à penser à dire à vos députés et autres, attends, mais ma voix, parce que ce que tu viens de dire, c'est vraiment vrai, la voix, aujourd'hui, vous allez à l'IRCAM, l'institut génial qui est le MIT de la musique et qui est français, qui est à Pompidou. Il recopie les voix de n'importe quelle star après 30 minutes d'écoute. 30 minutes d'écoute, la voix, elle est recopiée. À partir de là, on fait du text-to-speech. Il n'y a plus qu'à taper ce qu'on veut. Et la star, elle dit ce qu'elle veut à l'écran. Et ça va terminer dans les cinémas et ailleurs pour mettre les voix des gens que l'on a aimés et qui sont peut-être plus là. Donc, votre voix, c'est exactement la même chose. Donc, ça veut dire que demain matin, on va pouvoir la reprendre. Et c'est du text-to-speech qui va pouvoir tranquillement dire à la machine, avec votre voix, qu'on a bien reconnue, qu'on a analysée immédiatement, que c'est vous. Donc ça, c'est pour la voix, mais c'est pareil. Vous pouvez m'expliquer comment vous changez votre mot de passe? Alors, vous utilisez le deuxième, le troisième, le quatrième, bon, allez, 10. Après, c'est quoi, les pieds? Vous faites comment pour remplacer ça si on vous le prend? Et vous avez vu ce qui s'est passé en Allemagne pour ça? Non? Ils ont pris les photos du ministre de l'Intérieur pendant toute l'année en 4K, et à la fin, ils ont sorti, avec l'imprimante 3D, le doigt qui a ouvert le téléphone du ministre de l'Intérieur. Voilà. Donc, en réalité, on est en train de parler de choses qui sont beaucoup plus intimes, beaucoup plus profondes, beaucoup plus problématiques. Et pour revenir à du positif, parce que maintenant qu'on a fait du super négatif, on va revenir à du positif. Si demain matin, les gens suivent la privacy by design en Europe, vont dans ce sens-là, les grandes assurances et les autres, elles restaurent la confiance comme elles l'ont eu pendant des années, parce que c'est comme ça qu'est fait l'Europe, avec leurs valeurs et leurs utilisateurs et leurs clients. Et quand elles ont fait ça, elles reviennent dans le coup, elles reviennent sur le marché, elles nous permettent d'accélérer, elles
accélèrent et elles ne se font pas prendre facilement tout par des grandes plateformes qui ont décidé qu'il suffit de tout leur donner et que ça ira bien. Le privacy, en fait, c'est exactement ça. Le privacy, c'est vraiment le talon d'Achille des GAFA aujourd'hui. Et le GDPR, c'est une opportunité pour les entreprises européennes de se remettre dans la course. Mais il ne faut pas être dupe. Un marché de 400 millions de personnes qui est gros comme ça, éventuellement, les GAFA vont trouver un moyen d'être compliant. Et donc, on a à peu près 1 an devant nous pour reprendre l'avantage. Mais ça, c'est clé. Et c'est aussi pour ça que j'avais envie d'insister là-dessus ce matin. C'est que, encore une fois, on a beaucoup de start-upers dont le projet est plus ou moins avancé. C'est pas un sujet à côté duquel on va pouvoir passer. De toute façon, légalement, on est obligé de se conformer à cette nouvelle législation. Et comme tu le dis, ça peut, et vous êtes des exemples finalement, c'est aussi des opportunités économiques. Donc il faut tout de suite, peu importe l'âge de son projet, de son produit, il faut tout de suite se mettre à travailler là-dessus et prendre ça en compte, quoi. Il nous reste 30 secondes. Est-ce que c'est suffisant le GDPR? Est-ce qu'on aurait pu aller plus loin? C'est dommage de parler de ça en 30 secondes, mais est-ce que déjà, voilà, c'est quand même une formidable avancée, ou est-ce qu'il manque des choses, ils ont oublié des choses, ou est-ce qu'on aurait pu aller plus loin, ou vraiment, là, on a un arsenal législatif qui est très puissant pour protéger la vie privée des internautes européens? Je pense que d'un point de vue, la vie privée, le GDPR ne s'applique pas au gouvernement. Donc, il y a encore quelques questions sur la surveillance de masse et le chiffrement et toutes ces questions-là. Mais je pense que le GDPR est clairement, d'un point de vue pragmatique, et aller encore plus loin que ce que moi j'aurais espéré dans une réglementation aujourd'hui. Franchement, c'est chapeau. J'en aurais rajouté encore. Et d'ailleurs, il y a des choses qui étaient là, qu'ils ont enlevées à cause du lobbying de certains à la dernière seconde. Mais clairement, plutôt très content quand même. Top. Merci beaucoup. On va enchaîner sur un autre sujet qui est complémentaire. On va parler souveraineté et Internet. Mais déjà, merci beaucoup à tous les deux d'avoir répondu à ces questions sur la vie privée. Et j'espère qu'on aura bien expliqué à tous les porteurs de projets dans la salle que c'était un sujet important et aussi une vraie opportunité. Merci beaucoup, messieurs. Merci à vous.